Hello mes petits croissants au moule, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis confortablement installée dans mon nouveau fauteuil de lecture et oui, je reconnais qu'entre mes bibliothèques noires, la couleur émeraude du dit fauteuil et mes cheveux que j'ai fait teindre en noir, je disparais, je me fonds un petit peu dans le décor, mais ce n'est pas plus mal parce qu'il n'est pas vraiment question de moi. Aujourd'hui, il est totalement question de vous, de livres et de lectures recommandées, personnalisées, puisqu'il y a quelques temps, je vous ai demandé sur Instagram de me soumettre toutes vos envies de lecture, qu'elles soient hyper généralistes ou particulièrement spécifiques. Et comme vous êtes nombreux et nombreuses à avoir répondu à l'appel, eh bien je m'exécute avec grand plaisir. Donc je vous propose qu'on plonge tête la première dans l'allégresse sans plus tarder. Et ça tombe bien parce que c'est également avec allégresse que je vous présente le sponsor de la vidéo du jour qui n'est autre que Ava & May. Depuis le temps, je pense que vous commencez à bien connaître Ava & May et à mon attachement coutumier pour cette marque vient s'ajouter un enthousiasme débordant tout particulier puisque je vous présente aujourd'hui leur merveilleux calendrier de l'Avent. Je pense qu'on peut déjà prendre quelques secondes pour admirer ce coffret parce que ce bleu impérial est somptueux, il est bien garni, il est élégant, mais en plus le premier point fort que je tiens à souligner, parce que c'est très important à mes yeux, c'est qu'il est entièrement réutilisable. Vous pouvez vous en servir comme coffret à bijoux, comme boîte de rangement ou comme coffret cadeau, que sais-je. Mais en plus de ça, ça va vous permettre de découvrir toute la gamme de produits Ava & May, mais aussi Faints et Club Noé, qui sont deux autres marques qui appartiennent à la même structure et qui permettent de développer encore plus la gamme puisque vous allez retrouver des bougies d'intérieur, des diffuseurs de parfums, des eaux de parfum, des savons en poudre ainsi que des brumes de linge dans différents formats, dans différents contenants. Il y a certaines fragrances qui ne sont même plus disponibles sur le site, donc ce sont des produits exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et parce que j'ai dû vous attendre pour l'ouvrir et qu'en parler me rend encore plus impatiente, je vous propose qu'on ouvre quelques cases ensemble histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti, on ouvre cette beauté qui est aimantée, ça c'est très cool aussi. Franchement c'est somptueux et alors vous n'avez pas les effluves mais moi je peux vous dire que mon nez est bien sollicité et que j'ai envie de tout ouvrir. On va partir sur le numéro 2. Et rien qu'au nez, je pense savoir ce qui s'y cache parce que... Ah, c'est sûr. C'est une petite bougie parfumée. Et je crois que c'est la pumpkin pie, non pas parce que j'ai un nez extraordinaire, mais parce que j'ai déjà la bougie en grand format à la maison. Donc on va vérifier tout de suite. Et effectivement, il s'agit bien de la mini bougie pumpkin pie avec ses arômes de cannelle, de vanille et de poire. C'est un... Oh là là, c'est un régal, c'est une tuerie. Je vais partir sur une autre case avec un autre format et pour ça, je pense que le 4 est tout indiqué. Pour le coup, c'est beaucoup plus léger, donc je ne pense pas que ce soit une bougie ou un diffuseur, peut-être plutôt un savon en poudre. On va voir. Eh ben non, pas du tout, c'est un spray d'oreiller qui s'appelle Esprit Tranquille et je vais l'appliquer tout de suite sur mon plaid histoire de voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Oh, c'est un régal. C'est tout à fait le genre de fragrance qui me parle et c'est typiquement le genre de produit que j'achetais quand j'essayais de créer un rituel, une routine réconfortante autour du coucher quand je souffrais de mes insomnies. C'est très frais, c'est très discret, mais ça apporte ce côté drap propre, enveloppant, qui viennent tout juste de sortir de la machine et dans lesquels on se glisse après une journée bien compliquée. C'est un bonheur. Et en regardant un petit peu les fragrances qui se sont glissées dans ce spray, vous avez des notes de jasmin, de lavande et de musc blanc. Et parce qu'ici on se refuse rien et que j'ai bien envie de voir ce qu'il y a dans une des grosses boîtes, je vais en ouvrir une dernière avec vous et on va partir sur le 6. Et là j'ai bon espoir que ce soit un diffuseur, donc on va voir tout de suite si c'est bien le cas. En tout cas, ça a l'air tout à fait noëlesque. C'est bien un diffuseur, vous avez des branches de sapin, des luges, des petites loupiottes de Noël sur l'emballage. Non mais regardez-moi à quel point ce contenant est adorable. Et au niveau du parfum, voyons voir tout de suite. Alors, dans le diffuseur de parfum de Dresde, il y a de l'amande, de la vanille et de la cardamome. Les trois se marient hyper bien. Franchement, je suis conquise et j'espère que ce début d'unboxing vous a autant plu qu'à moi. Donc si jamais vous avez envie de vous le procurer ou de le glisser sous le sapin à l'un de vos proches, ne tardez pas trop parce que de mémoire, les stocks sont assez limités. En tout cas, c'est une super idée de cadeau à offrir à des proches qui adorent passer leur soirée pelotonnée sous un plaid, à écouter des podcasts, des livres audio, ou tout simplement avec un bon bouquin, un bon film, un bon jeu vidéo. Bref, qui savourent les saisons froides bien au chaud dans leur terrier.
n'hésitez pas à leur offrir ça. Mais si jamais vous avez quand même envie de vous faire plaisir et de commencer pourquoi pas votre shopping de Noël, mais que votre budget est un petit peu plus serré, n'hésitez pas pourquoi pas à vous rabattre sur les sets, ça vous permet de faire de sacrées économies. Et mon dernier gros coup de cœur, il s'agit du set Ambre Home Fragrance Collection qui regroupe une maxi bougie, une bougie parfumée et un maxi diffuseur de parfum qui sentent divinement bon. J'adore m'enfermer à la maison, écouter mon livre audio le soir tranquillement quand Mia est couchée avec la grosse bougie qui diffuse autour de moi. C'est un pur régal, un bonheur incroyable. Et si jamais vous êtes plutôt team gros gourmand, alors là je n'hésite même pas, je ne sourcille pas, je vous conseille de tester l'une de leurs dernières nouveautés qui est la maxi bougie au roulé à la cannelle. Et alors là, pour faire hommage à l'un de mes derniers coups de cœur, Legends and Latte, vous ne pouvez pas mieux faire parce que vous avez des arômes de cannelle, de vanille et de caramel. C'est absolument divin. Et maintenant que tout ça c'est dit, je vous propose qu'on passe tout de suite à des recommandations de lecture qui n'ont pas à rougir de toute cette bonne humeur. On va donc commencer par essayer de satisfaire la majorité d'entre vous et de vous remonter un peu le moral qui a l'air d'être bien enfoncé dans les chaussettes. Et on va attaquer par l'un de mes grands classiques de la collection automne-hiver avec un livre qui parle de forêt, qui fait voyager et qui fait oublier l'actualité. Si vous êtes dans cet état d'esprit, je ne saurais que trop vous inviter à découvrir Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson qui est publié aux éditions Gallimard, puisque c'est un carnet de voyage, un récit de l'intime qui va nous plonger aux côtés de Sylvain Tesson qui est allé se perdre dans un cabanon en plein dans les steppes de Sibérie pendant 6 mois. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va mêler réflexion philosophique, dépouillement matériel mais psychologique, grande respiration. Et ce qui m'a particulièrement séduite, c'est que ce sont des réflexions sur le consumérisme, sur notre rapport aux autres, à cette course effrénée à l'information, à la productivité dont on est victime dans nos sociétés modernes. Et ce cadre de vie que l'auteur va s'imposer va l'obliger à réfléchir autrement, à décaler le prisme de ses priorités, à se recentrer sur des notions beaucoup plus élémentaires comme la survie. Il va falloir chasser, il va falloir pêcher, il va falloir débiter du bois pour pouvoir se chauffer et à la fois occuper ces longues journées solitaires dans lesquelles il se retrouve confronté à lui-même. C'est une magnifique introspection qui invite à se poser, à réfléchir et à entamer soi-même cette quête identitaire. C'est passionnant. Et parce que pour certains et certaines, se retrouver confronté à soi-même, ça peut avoir l'effet exactement inverse, je me suis attelée à répondre à la demande de celles et ceux qui me demandaient un livre pour lutter contre l'anxiété ou l'éco-anxiété. Donc qui va vous permettre d'appuyer sur pause et d'endiguer ce phénomène de flux négatif contre lequel on peut rien faire. Et pour ça, il y a un roman qui s'est imposé tout de suite à mon esprit parce qu'il a eu cet effet baume apaisant, calmant, qui est venu agir directement sur mes nerfs tout en me montrant que j'étais pas la seule dans ce cas-là. Il s'agit de L'été de la sorcière qui est écrit par Kao Nashiki et publié aux éditions Piquet. Dans cette histoire, on va suivre Mei qui est une petite fille qui souffre de phobie scolaire et qui va être expédiée par ses parents chez sa grand-mère parce qu'ils ne savent plus du tout comment la gérer et quoi faire de cette gamine anxieuse qui a du mal à dormir, qui ne veut voir personne. Et ce duo grand-mère-petite fille va se créer un quotidien beaucoup plus lent, beaucoup plus doux, en d'autres mots moins anxiogène. Et ça m'a beaucoup plu parce que ce sont des tête-à-tête de discussion entre ces deux femmes qui sont de générations différentes mais qui arrivent quand même à trouver des points d'attache et à réfléchir ensemble sur le monde. Et il y a une scène en particulier qui m'a énormément impactée puisque Mei va s'ouvrir à sa grand-mère de ses difficultés à dormir, de toutes les angoisses qui lui étreignent le cœur quand il fait sombre, quand elle doit se plonger dans le pays des rêves et lâcher prise. Et c'était très émouvant, ça a fait écho à beaucoup de réflexions que je pouvais avoir moi quand les lumières sont éteintes et que je me retrouve un peu confrontée à ce vide abyssal et vertigineux que peut représenter le sommeil pour celles et ceux qui sont anxieux. Et en même temps, on se pelotonne au coin du feu, on cuisine, on marche, c'est un très beau moment à s'offrir. Et parce que l'éco-anxiété se nourrit d'angoisses bien plus spécifiques, je me devais de vous suggérer une duologie qui réfléchit justement à une société bien loin dans l'avenir, qui a réussi à surpasser ses difficultés écologiques, qui a réussi à remettre en cause tous ces schémas et à adopter un mode de vie beaucoup plus responsable, en accord avec la nature, avec la planète et les ressources qui nous sont allouées. Et cet univers futuriste positif, on le doit bien entendu à Becky Chambers, avec sa duologie Une histoire de moines et de robots. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, en quelques mots, on va suivre l'histoire de Freurdex, qui est un moine de thé, qui parcourt le monde à la rencontre de ses clients pour les écouter, leur proposer des infusions, des breuvages qui vont leur permettre de se détendre et aussi d'ouvrir un petit peu leur cœur
pour confier leurs problèmes, leurs réflexions, leurs doutes. Et Frère Dex, bien que son métier soit gratifiant et plein de sens, est en pleine crise existentielle et Yel va donc partir très très loin dans les montagnes en quête d'un élément bien particulier, et c'est là que sa route va croiser celle de Omphale, qui est un robot chargé par son peuple d'une mission bien particulière mais non moins vertigineuse, puisqu'il doit partir à la rencontre des humains pour leur demander ce dont ils ont besoin pour être heureux. C'est instructif, réconfortant, philosophique et solaire. Je pense que ça peut grandement vous aider. Et quand je vous disais tout à l'heure que le baromètre de la bonne humeur était un petit peu à -1000, j'exagérais à peine parce que j'ai également reçu une tonne de requêtes pour des livres qui redonnent foi en l'humanité, qui permettent de restaurer la foi en son prochain, de retrouver la foi après des nuits sans sommeil, qui réussissent à coller le smile malgré une actualité hyper plombante. Bref, vous avez réclamé à corps et à cri des lectures qui arrivent à vous faire voir la vie du bon côté, et ne désespérez pas, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai même 3 titres à vous conseiller pour ça, à commencer par l'indétrônable Sauveur et Fils de Marion Muraille, publié à l'École des Loisirs, parce que je considère que tout le monde peut le lire, c'est à la fois pour les enfants, les ados, les adultes, tout le monde y trouvera son compte. En plus, Marion Muraille, c'est une écrivaine de talent qui n'épargne pas son lecteur sans pour autant le plonger dans des abysses de désespoir. On aborde frontalement des thématiques contemporaines qui pincent, qui piquent, qui font mal, qui sont douloureuses, mais sans tomber dans le tire-larme, le misérabilisme. Au contraire, à chaque fois que je referme ces bouquins, j'ai un grand sourire collé sur le visage, parce que sa plume est espiègle, malicieuse, solaire, que ses personnages sont hyper incarnés, terriblement attachants. Il y a beaucoup d'humour et d'humanité qui se dégagent de l'ensemble. Donc si vous avez le moral dans les chaussettes, n'hésitez pas à dégainer Sauveur et Fils, parce qu'en plus c'est une série qui compte actuellement 7 volumes, qui nous permet de suivre Sauveur Saint-Yves, qui est un psychologue clinicien, qui est papa du petit Lazare, qui se pose beaucoup de questions. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un roman choral dans lequel on va suivre bon nombre de personnages avec chacun leurs casseroles, leurs difficultés, mais aussi leur petite personnalité, et on va les suivre, on va les voir évoluer, grandir, se remettre en question au fil des 7 volumes, et ça fait du bien par où ça passe, c'est moi qui vous le dis. Et pour rester un petit peu dans cette même veine de personnel soignant, très solaire, je ne peux que vous inviter à découvrir À la vie de l'Homme étoilé, qui est publié aux éditions Calman Levy. Alors certes, on est sur une thématique un petit peu plus compliquée, parce que l'Homme étoilé, c'est un infirmier qui travaille aux soins palliatifs et qui nous livre son expérience, son quotidien avec ses patients et ses patientes, mais bien loin d'être un récit larmoyant qui veut nous faire pleurer dans les chaumières. L'Homme étoilé, c'est de nous faire partager ses leçons de vie apprises aux côtés de ces personnes qui vivent des situations difficiles, dramatiques, dont l'état de santé est préoccupant, qui peuvent se savoir aux portes de la mort ou pas du tout, parce que les soins palliatifs n'accompagnent pas que les personnes en fin de vie. Et ces rencontres avec chacun et chacune de ces personnes l'ont changé profondément, l'ont fait se remettre en question, l'ont fait aborder la vie un peu différemment, parce que moi, ce que j'ai retiré comme enseignement de ce roman graphique, c'est qu'on n'a qu'une seule existence, et que cette dernière soit difficile du fait d'un contexte géopolitique tendu, ou d'un état de santé compliqué, ou de relations peu satisfaisantes, ou d'un mal-être généralisé. Ça reste la seule vie qu'on pourra jamais vivre, et il faut essayer d'en tirer le maximum sans que ce soit un discours moralisateur qui pousse à l'accomplissement et à l'épanouissement à tout prix. Loin de là, ce sont des récits de vie très lumineux qui font grandir l'âme et qui vous permettent d'aborder l'existence du bon côté de la lorgnette. Et si jamais pour vous tout ça c'est un peu trop intense et que vous avez seulement besoin de quelqu'un qui va vous faire voir la vie du bon côté, un peu comme un gaz hilarant sur pattes, le tout dans un cocon un peu protégé, vous pouvez toujours compter sur cette bonne vieille Anne de Green Gables, écrite par Lucy Maud Montgomery et publiée aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Vous le savez, c'est l'un de mes romans préférés, et Anne est un personnage extraordinaire qui ne peut que vous réconcilier avec l'espèce humaine, parce que même si elle a un côté drama queen, ça en reste très attachant et rafraîchissant, et c'est une petite fille adorable qui vit tout avec une intensité folle, tout en ayant ce pouvoir magique de rendre la vie plus douce, plus belle, parce que précisément elle arrive à détecter les petits bonheurs du quotidien et toutes les notes de beauté et d'espoir qui traversent chaque chose. Anne ferait un excellent gourou de développement personnel, et on devrait toutes et tous en prendre de la graine. On va quitter gentiment les rives des livres strictement réconfortants, mais si jamais vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans ces quelques recommandations, je vous glisserai en fiche ainsi qu'en barre d'infos les 2 vidéos que j'ai consacrées à des recommandations doudou, donc je pense que vous aurez de quoi faire avec ça. Avec la prochaine recommandation, je tente une hybridation dont je suis assez fière, faut bien le reconnaître, puisque d'un côté vous m'avez demandé des livres qui font voyager, et de l'autre un roman de fantasy mais sans histoire d'amour, et je suis très contente d'avoir l'occasion de vous parler de Akata Witch, qui est écrit par Nnedi Okorafor et publié aux éditions de l'École des Loisirs. Et cette série est bien trop méconnue à mon goût, ce qui est fort dommage, parce que dans cette histoire on va suivre Sunny, une jeune femme qui se retrouve toujours prise entre 2 feux en étau, parce que pour commencer
commencer, elle est albinos, donc les gens la craignent un petit peu, mais en plus elle est nigérienne ayant grandi aux États-Unis, donc elle est un peu à cheval entre deux cultures et quand elle revient au Nigeria, elle arrive difficilement à se faire accepter puisque les gens la trouvent trop américaine à leur goût et en même temps comme elle est albinos, c'est réputé pour porter la poisse, donc c'est un petit peu compliqué pour elle, mais sa vie va totalement basculer quand elle va se découvrir des pouvoirs magiques et c'est là que ça devient totalement captivant et passionnant et dépaysant parce que tout le système de magie est basé sur le folklore africain qui, de mon point de vue de pauvre européenne assez monomaniaque, est totalement nouveau et différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc c'était passionnant parce qu'en plus la magie a un réel coût, c'est pas juste on agite un bâton et paf on est capable d'accomplir mille et une merveilles. Non, la magie elle coûte et son enseignement peut être douloureux, peut être dangereux, le tout avec une société secrète de mages qui est hyper colorée, hyper chaleureuse, c'est palpitant, il se passe mille et une choses et pour ne rien gâcher, les personnages secondaires sont hyper bien incarnés, très attachants, c'est un sans faute. Cela étant dit, par souci de transparence, je me vois quand même contrainte de vous préciser que c'est une trilogie dont les 2 premiers tomes sont disponibles en français, par contre le 3e n'a jamais été traduit, donc si jamais l'aventure vous plaît, il faudra la poursuivre dans la langue de Shakespeare. J'avoue qu'en parcourant vos requêtes, j'ai été agréablement surprise et stimulée parce que vous avez été plusieurs à me réclamer un type de littérature assez spécifique et clairement je ne suis pas assez armée pour vous faire des recommandations en béton mais j'avais quelque chose qui pouvait se glisser l'air de rien donc je vais quand même vous la soumettre ici mais ça fait tout à fait partie des thématiques que j'aimerais pouvoir investir, sur lesquelles j'aimerais pouvoir potasser pour revenir vous en parler plus tard donc je garde ça dans un coin de ma tête et cette thématique je vous la livre puisque vous avez été plusieurs à me demander une histoire de magie, de sorcellerie qui se passerait en Amérique latine ou tout bonnement de la SFFF en Amérique du Sud, donc vous comprenez un peu pourquoi ça a titillé ma curiosité. Et la seule reco que je peux vous faire, c'est uniquement de l'audio, uniquement en anglais, mais ça dure moins de 2 heures, c'est hyper abordable, donc ça peut aussi convenir aux quelques demandes pour mettre un pied à l'étrier dans les lectures en anglais. Et ce titre, il s'agit de What the Hex, qui est écrit par Alexis Darian et dans lequel on va suivre une sorcière latino-américaine qui va revenir sur son île natale au moment d'Halloween et qui va se rendre compte que son futur beau-frère est possédé par un démon et dans l'optique délicate d'essayer de l'exorciser tout en ne ruinant pas le mariage à venir de sa sœur, elle va tâtonner tout en pouvant compter sur l'aide de l'un de ses camarades de classe. C'est clairement de la romance un peu piquante, un peu caliente, mais on est quand même dans cette atmosphère latino-américaine avec des mots d'espagnol, des traditions qui émaillent la narration, donc c'est une ambiance, une atmosphère assez unique, assez particulière que je peux vous recommander si c'est votre type de lecture. L'une d'entre vous m'a soumis une requête que j'aime beaucoup parce qu'elle m'a réclamé un roman dans le genre de l'imaginaire mais qui aborderait la résilience. Ça m'a tout de suite fait penser à Une vie ailleurs de Gabriel Zévin publié aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Ce roman, j'ai eu l'occasion de vous en parler notamment dans ma toute première vidéo sur la chaîne parce que c'est l'un des plus beaux romans qui parle de la mort que j'ai eu l'occasion de lire jusqu'à présent. Et ne partez pas tout de suite en courant parce que vous êtes en train de vous dire résilience et mort, est-ce que la dame a pété une durite? Pourquoi cette association bizarre? Parce que dans cette histoire, on va suivre Lise, une ado de 15 ans qui va être percutée par une voiture, qui va perdre la vie et se retrouver sur Ailleurs, qui est un genre d'au-delà assez différent de la vision qu'on pourrait avoir du paradis. Parce que quand on va débarquer sur Ailleurs, qui ressemble un petit peu à notre univers quotidien, on ne va pas poursuivre notre vie dans l'au-delà de façon traditionnelle, mais bien à rebours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez sur Ailleurs, vous allez petit à petit rajeunir jusqu'à redevenir un bébé qui sera ensuite emmailloté et remis sur le fleuve de la vie pour renaître sur Terre avec une nouvelle identité sans aucun souvenir de ses vies passées. Et c'est un roman bouleversant parce que Lise, à 15 ans, n'avait absolument pas prévu de mourir et encore moins de devoir gérer la frustration de pouvoir poursuivre sa vie sans accomplir, sans aller au devant de tout ce qu'elle espérait, sans passer son permis, sans aller à la fac, sans tomber amoureuse, sans fonder une famille, mais au contraire de se voir contrainte de faire machine arrière pour retomber en enfance, ce que tout adolescent ne verrait pas du tout d'un bon œil. Et c'est un récit magnifique, très touchant, très émouvant, pas du tout tire-larme, que j'ai lu à de nombreuses reprises au cours de ma vie et qui ne m'a pas lassée, qui ne m'a jamais déçue. C'est l'un des piliers fondateurs de ma vie de lectrice, de ma bibliothèque, donc je ne peux que vous inviter à le découvrir. Promis, on enchaîne avec quelque chose qui sera un chouille plus léger en matière de thématique, puisque j'avais envie de tenter un crossover entre 2 requêtes, à savoir une lecture qui donne faim, qui donne envie de sortir son sablier, et un récit qui contienne une enquête, un mystère, mais qui ne soit pas un thriller. En associant ces 2 lignes
directrices qui a priori n'ont pas grand chose à voir ensemble, ça me donne l'occasion de vous parler d'une duologie de graphiques dont de mémoire je n'ai jamais parlé sur la chaîne. Il s'agit de l'excellent Space Battle Lunchtime qui est publié aux éditions Kinaï et qui serait en gros un genre de Top Chef qui se déroule dans l'espace avec un meurtre. C'est décalé, inventif, dépaysant, réjouissant, franchement tentez le coup. Si jamais par le plus grand des hasards, vous aussi vous êtes intéressé par le côté enquête, mystère, mais qui ne soit pas un thriller, mais que la dimension graphique ne vous intéresse pas, je vous propose un autre crossover. J'ai essayé de regrouper d'autres demandes avec ce côté enquête, mystère, mais qui soit décalé, qui donne du peps, tout en étant parfaitement indiqué pour un dimanche automnal passé bien au chaud sous un plaid. Donc ça me permet de vous parler de l'une de mes dernières lectures qui a été une excellente surprise. Il s'agit de Ivy Wild, écrit par Hélène Harper et publié aux éditions MXM Bookmark. J'ai les tomes 1 et 2 en main, mais sachez que c'est une trilogie d'urban fantasy humoristique, décalée, qui est parfaite pour l'automne parce qu'on va y suivre Ivy Wild, qui est une sorcière chauffeuse de taxi, parce qu'il y a quelques années, elle s'est fait virer de l'ordre suprême magique, mais loin de la trister, elle en a pris son parti parce que ça lui permet de vivre sa vie comme elle l'entend, de passer beaucoup de temps dans son canapé, à siroter du chocolat chaud, à caresser son chat, regarder plein de films et de télécrochets, le tout en se gavant de sucreries. Donc c'est une personne à laquelle je peux tout à fait m'identifier et qui m'a été tout de suite très sympathique, sauf que suite à un concours de circonstances un peu malheureux, elle va se retrouver contrainte de faire équipe avec Raphaël Winter, un enquêteur du surnaturel, et ce duo est excellent, ça m'a mis en joie. C'est très réconfortant, c'est loufoque, c'est bourré de magie, de fantômes, de petits complots, c'est un peu du cozy mystery magique à mes yeux. Donc qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de vous vendre la lecture de l'année, mais si vous cherchez un cozy mystery humoristique avec beaucoup de magie et un duo de personnages qui fonctionne bien, je vous invite très chaleureusement à vous plonger sur le cas de Ivy Wild. Et si je peux me permettre, les versions audio sont hyper cool. Avec la prochaine recommandation, je prends un peu un risque parce que l'une d'entre vous m'a demandé un roman dans lequel on suivrait une bande d'amis tout au long de leur vie, mais sans que ce soit trop mélancolique. Et c'est hyper dur parce qu'effectivement tout de suite il y a plein de titres qui me sont venus en tête, mais à chaque fois c'est tire-larme, c'est dramatique, c'est assez pesant. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que plutôt que tout bonnement abandonner, j'allais essayer d'y répondre de façon plus ou moins détournée, parce que ce qui peut être intéressant dans ces récits où on suit des amis tout au long de leur vie, c'est ce côté un peu saga chronique où on va s'intéresser à des personnages qu'on voit évoluer sur une très longue durée, qui sont amis et qui affrontent la vie ensemble avec des périodes où ils sont plus ou moins proches, où les liens se desserrent. Et en ça, ça m'a quand même rappelé le projet et l'atmosphère qui se dégage des Chroniques de San Francisco écrits par Armistead Maupin, puisque dans le tout premier volume de cette saga, on va suivre Mary-Ann Singleton, qui est une jeune femme qui va partir en vacances à San Francisco, sauf que l'ambiance de la ville va tellement la charmer qu'elle va décider de s'y installer, et c'est comme ça qu'elle va atterrir dans un immeuble qui est tenu par Madame Madrigal, une propriétaire assez particulière, puisque dès que vous arrivez, elle vous colle un joint sur votre porte, histoire de vous souhaiter la bienvenue, et tous les habitants de cet immeuble vont se rencontrer et vont se lier de façon plus ou moins intime, de façon plus ou moins proche, superficielle, et même s'il y a un côté très feuilletonnant parce qu'il se passe mille et une choses, c'est rocambolesque, ça n'en reste pas moins le fil conducteur de toute la saga, puisqu'on va suivre Mary-Ann à différentes périodes de sa vie avec certains des amis qu'elle s'est fait quand elle est arrivée à San Francisco, donc je pense quand même que ça peut coller. L'une d'entre vous m'a réclamé une enquête historique histoire de sortir un petit peu de sa zone de confort qui est principalement axée autour de la fantasy, et en la lisant j'ai tout de suite pensé au Lecteur de cadavres, qui est écrit par Antonio Garrido et qui se déroule dans la Chine impériale du XIIIe siècle. On va suivre Sisong, un jeune garçon d'origine modeste sur lequel le sort semble s'acharner parce qu'il a perdu ses parents, sa maison a été incendiée, son frère a été arrêté et sa sœur est tombée malade. Vous voyez un peu l'ambiance? Quand je compare ma vie avec la sienne, je remets les choses en perspective tout de suite. Cela étant dit, je vous rassure tout de suite, l'histoire ne va pas s'arrêter là. Suite à tous ces événements qui sont bien indépendants de sa volonté, le jeune homme va être contraint de fuir son village natal et d'exercer le métier de fossoyeur, métier dans lequel il va très rapidement exceller parce qu'il a un don pour expliquer la cause des décès des cadavres auxquels il est confronté, à tel point qu'il va pouvoir intégrer une prestigieuse académie jusqu'à attirer l'attention de l'empereur lui-même. Et vous l'aurez donc compris à demi-mot, c'est une version romancée de l'histoire de l'un des premiers médecins légistes de toute l'humanité. C'est hyper instructif, c'est passionnant, c'est une fresque romanesque historique hyper immersive, je recommande.
La recommandation suivante, elle me permet de répondre à une question qui m'est très souvent posée en message privé, à savoir vers quelle lecture se tourner quand on veut avoir une histoire qui renvoie les mêmes vibes que Harry Potter. Je vous recommande bien entendu Nevermore, écrit par Jessica Townsend et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre la jeune Morrigan Crow qui est maudite puisqu'elle est née le jour du merveilleux et comme tous les enfants nés à cette date, elle est destinée, vouée à mourir le jour de ses 11 ans et comme si c'était déjà pas suffisamment compliqué et lourd à porter, elle doit en plus assumer toutes les catastrophes qui se passent autour d'elle puisque comme elle est maudite, les gens partent du principe que tout ce qui tourne de travers, quelqu'un qui se casse une jambe, qui perd son dentier, c'est de sa faute. Elle doit donc rédiger des excuses et essayer de solutionner le problème. Vous êtes peut-être en train de vous dire « vie de merde » et puis en plus, début de roman, pas forcément très joyeux. Sauf que le jour de ses 11 ans, alors que Morrigan va la mort dans l'âme vers son destin funeste, elle va être sauvée par un homme, un magicien, qui va l'emmener à Nevermore, un monde magique dont elle ignorait tout, et pour essayer de gagner sa place au sein d'un institut qui va pouvoir lui permettre de baigner dans cette magie, elle doit passer une série d'épreuves à caractère magique, et c'est absolument génial. Pour moi, Harry Potter, ça rime avec un univers magique inventif, foisonnant, très riche, qui se complexifie au fur et à mesure des tomes, qui évolue aussi avec ses personnages principaux qu'on suit de l'âge de 11 ans jusqu'à la fin de l'adolescence, le tout en proposant des personnalités qui sont assez nuancées et en abordant des thématiques très importantes qui n'épargnent pas les lecteurs, et j'ai retrouvé tout ça dans Nevermore parce que c'est inventif au possible, c'est foisonnant, et s'il y a ce côté merveilleux paillette de la découverte dans le premier volume, comme ça peut être le cas dans les premiers Harry Potter, on retrouve ce récit qui se teinte de noir, de sombre, de poisseux au fil des volumes, parce que Morrigan grandit, que sa connaissance du monde se complexifie, parce que son œil devient plus aiguisé, et que l'emprise du grand méchant se fait aussi plus présente. C'est passionnant, c'est palpitant, c'est hyper bien construit, et je n'attends qu'une chose, c'est le tome 4. Mais bonne nouvelle, une adaptation en bande dessinée est sortie pas plus tard qu'hier, donc si jamais vous avez envie de découvrir cette histoire par le biais du graphique ou si vous connaissez déjà que vous adorez et que vous êtes en manque, n'hésitez pas à vous plonger sur cette option, je pense que ça peut être une piste aussi très chouette. Et si jamais vous voulez un roman un peu plus adulte mais carrément calqué sur l'univers de Harry Potter, je ne peux que vous conseiller Carry On de Rainbow Rowell, puisque là vous avez la trame de l'élu, de son némésis de toujours, une académie de magie, un grand méchant, un mage très puissant qui a pris sous son aile l'élu. Bref, c'est un peu comme si vous débarquiez à Poudlard au moment de la 7e année et que vous ayez le droit à ce qui se passe ensuite. C'est très loufoque parce qu'il y a un système de magie qui est plutôt décalé, basé sur les jeux de mots et sur les jeux de langue, le tout avec un bestiaire un peu différent et saupoudré avec une bonne pointe de diversité et de représentation, puisque vous avez une romance enemies to lovers entre deux mecs qui est quand même très très chouette. Pour mon plus grand plaisir, vous avez été plusieurs à me demander des récits qui mettaient en scène une femme inspirante ou méconnue de l'histoire, et j'ai voulu coupler cette demande avec un truc un peu plus audacieux, puisque l'une d'entre vous m'a demandé une lecture qui permettrait de rebondir après l'échec à un examen important, et c'est donc pleine d'enthousiasme, d'entrain et de confiance en moi que je tente de mélanger tout ça avec Miss Eliza, qui est un roman écrit par Annabel Abbs et qui nous plonge en plein 19e siècle pour découvrir l'histoire de Eliza Acton, qui est une femme issue de la bourgeoisie qui à la base veut devenir poétesse, sauf que quand elle vient présenter son manuscrit à son éditeur, ce dernier lui dit que clairement ça va pas être possible et qu'il faut laisser la littérature aux hommes, et ni une ni deux, cette femme va décider d'utiliser ce revers de fortune, ce revers professionnel à bon escient, puisque Eliza Acton est la femme à qui on doit la création, l'invention du tout premier livre de recettes. C'est donc le récit d'une femme qui a réussi à transformer un échec en quelque chose de positif, le tout avec une destinée plutôt inspirante puisqu'elle a fait date, elle a marqué l'histoire de la cuisine mais aussi de l'édition en quelque sorte, donc c'est un portrait de femme inspirant, méconnu et qui permet de relativiser l'échec. C'est pas mal, non? Et un petit peu dans la même mouvance et qui va me permettre de vous présenter l'un de mes derniers coups de cœur, on m'a demandé de vous présenter un livre qui met en scène une femme qui a réussi, qui a fait carrière dans le monde des sciences ou dans le corporate world, et c'est pour moi l'occasion de vous parler de La brillante destinée d'Elizabeth Todd, qui est écrit par Bonnie Garmus et qui est sorti en poche il y a pas très longtemps sous le titre Leçon de chimie. La version audio existe aussi, et en plus de ça, vous pouvez aussi tenter l'adaptation en mini-série puisqu'elle est disponible sur Apple TV depuis le 13 octobre. Dans ce merveilleux roman, on va suivre Elizabeth Todd à la fin des années 60, qui est une femme
qui a une formation de chimiste, qui est brillante, qui travaille dans un laboratoire et qui pourtant peine à travailler sur des sujets qui l'intéressent vraiment, à pouvoir publier des études et des recherches et à se forger un nom dans le milieu de la recherche qui est très majoritairement masculin et qui ne fait pas du tout la part belle aux femmes. Bien au contraire, on la traite comme une vulgaire laborantine qui doit remplacer le matériel défectueux et rédiger les comptes rendus de recherche de ses homologues masculins. Bref, vous voyez un petit peu le topo, c'est compliqué pour elle. Sauf qu'un jour, par un concours de circonstances, elle va se retrouver à animer une émission de cuisine et bien loin de renoncer à ses idéaux et à ses convictions et à sa façon de penser, elle va utiliser ce médium pour parler aux femmes, mais pas seulement de cuisine. Elle va secouer leur conscience, elle va les instruire parce qu'elle va s'intéresser aux procédés chimiques qui entrent en jeu quand vous faites la cuisine. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez quelque chose au four? Qu'est-ce qui se passe quand vous mélangez tel ingrédient et tel ingrédient? Donc c'est passionnant parce que c'est le destin de cette femme qui essaie de faire son chemin, sa place, à une époque où on ne lui facilite pas la vie. Et Elizabeth Sott est quelqu'un de très inspirant, de très atypique, de très lumineux, qui ne renie pas ses convictions, qui ne renonce jamais à ce qu'elle est. C'est génial, c'est passionnant, il y a des scènes qui sont totalement révoltantes, mais globalement ça donne envie de s'intéresser à la science, mais aussi de s'investir et de ne pas renoncer à ce qu'on aime. Lisez La brillante destinée d'Elizabeth Sott, je suis sûre que ça va vous plaire. Et parce qu'à travers vos requêtes, on sent très bien qu'on est en plein dans l'automne et pas très loin d'Halloween, je vous propose qu'on s'arrête un petit peu sur cette ambiance, sur cette atmosphère, puisque vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me réclamer des lectures qui pourraient se dévorer le soir d'Halloween, mais qui ne fassent pas non plus trop peur. Donc je me suis concentrée sur des lectures avec une ambiance bien marquée, un peu glauque, un peu frissonnante, mais qui soit pas non plus terrifiante, et qui soit suffisamment courte pour qu'on puisse les dévorer en une soirée. Et pour ça, j'ai plusieurs pistes. À commencer par l'indétrônable, l'incontournable, l'indéboulonnable de toutes les soirées d'Halloween, Neil Gaiman et son fabuleux Coraline, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui s'ennuie parce que ses parents sont trop occupés à travailler pour s'occuper d'elle, et quand ils vont emménager dans une nouvelle maison, elle va un jour subitement découvrir une porte qui l'emmène vers un univers parallèle qui ressemble beaucoup à celui dans lequel elle évolue au quotidien, sauf que ses voisins sont plus gentils, ses parents sont disponibles, mis à part l'étrange phénomène qui veut qu'ils aient des boutons à la place des yeux. Mais outre ça, ils sont adorables, ils s'occupent d'elle, ils passent du temps avec elle. Sauf que petit à petit, ça ne peut pas si bien se passer que ça, et ça va doucement glisser vers l'horrifique. C'est un incontournable des soirées d'Halloween. Vous avez la version dessin animé qui est aussi très efficace, donc si vous ne l'avez pas lu, il faut le faire absolument. Mais si vous l'avez déjà découvert, ne soyez pas triste, parce que je peux vous conseiller aussi le très bon D'or et d'oreiller de Flor Vesco, qui est un peu une réécriture de La princesse au petit pois, dans la mesure où on va suivre 3 sœurs qui vont être expédiées dans le château d'un noble qui a un peu passé une petite annonce parce qu'il cherche à prendre femme. Donc elles vont partir avec leur mère et leurs domestiques. Elles vont se retrouver dans ce manoir un peu bizarre et toutes vont passer une nuit dans une chambre en particulier pour essayer de se plier au test concocté par ce châtelain qui cherche une épouse. Et c'est une réécriture très féministe, très poétique, très engagée et gothique comme on l'aime de ce conte bien connu. Il y a un travail sur la langue, sur l'atmosphère, des jeux de mots, le tout avec une héroïne qui n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. C'est aussi très sensuel parce qu'il y a des scènes érotiques. Donc c'est jeunesse mais pas trop non plus, c'est merveilleux. Et si vous voulez monter encore un cran en termes d'âge et que vous n'avez rien contre le glauque et que vous lisez en anglais, alors vous avez le profil parfait pour tenter Horrid de Katrina Leno, qui raconte l'histoire de Jane et de sa maman qui vont hériter de la maison familiale suite au décès de la grand-mère avec qui elles avaient coupé tout contact il y a des années. Et quand elles vont arriver dans cette maison d'enfance, Jane va très vite sentir qu'il y a des choses un peu bizarres, à tel point qu'elle va développer une espèce de manie un peu étrange, c'est qu'elle va déchirer des pages de ses romans et les manger pour essayer de faire passer son angoisse. Et si comme moi le syndrome de Pica qui vous pousse à avaler des objets de façon compulsive vous met déjà mal à l'aise, ce n'est pas là la seule source d'angoisse puisque vous allez avoir du glauque et du poisseux qui va oindre et suppurer à travers les pages. C'est un très bon roman d'ambiance à savourer le soir d'Halloween. On reste dans cette veine des romans à ambiance mais qui devrait en contenter plus d'un et plus d'une parmi vous parce que j'ai reçu pas mal de requêtes qui me demandaient un livre qui force au lâcher prise, un livre pour les jours où tout me gonfle, un livre qui va me perdre comme dans un labyrinthe. Et là je me suis dit, lâcher prise, se perdre, labyrinthe et une lecture qui peut coller quand tout le reste nous saoule, il faut un roman unique qui offre une expérience de lecture inédite.
Et alors là, j'ai même pas hésité, mes yeux se sont tout de suite posés sur Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, publié aux éditions de l'Atalante, parce qu'on suit Alexandra alias Sacha qui est en vacances au bord de la mer avec sa maman et très vite elle remarque qu'un étrange bonhomme avec des lunettes de soleil les suit partout. Quand elle va le confronter pour essayer de comprendre ce qu'il veut, il va lui donner rendez-vous sur la plage le lendemain à l'aube en lui promettant le malheur pour tous ses proches si jamais elle ne se pointe pas. Et c'est le début des problèmes puisque Sacha va se retrouver propulsée dans un institut, dans un apprentissage auquel elle ne comprend rien, auquel elle n'est pas préparée, et nous non plus, parce que c'est vraiment l'expérience de lecture la plus incroyable que j'ai vécue, dans la mesure où j'ai été un peu retournée comme une chaussette, à l'instar de l'héroïne. Et je trouve que c'est le roman le plus indiqué quand on veut quelque chose qui nous perde, qui nous force à lâcher prise et qui nous dépayse totalement, parce que on ne comprend pas ce qui se passe et l'héroïne non plus. Donc on patauge, on navigue à vue avec elle. C'est passionnant, c'est renversant, c'est vertigineux. Un peu comme quand vous êtes sur une route de campagne, que vos phares sont en panne ou qu'ils éclairent hyper mal et que vous essayez de deviner où vous embarque la route, mais où il faut se mettre presque dans un état second pour pas finir dans le fossé. Vous voyez? Et ben pour moi, ce roman, c'est un peu ça. Et parce que toutes les bonnes choses ont une fin, il va falloir que je pense doucement à clôturer cette vidéo. Donc, histoire de mettre un point final à ces recommandations, je vous propose deux requête hyper spécifique puisqu'on m'a demandé un titre de cozy fantasy mais qui ne soit pas Legends and Latte de Travis Baldry. Donc je vous propose The Bookshop and the Barbarian qui est clairement le même genre d'intrigue, le même genre d'ambiance, mais au lieu de pâtisserie et de café, vous prenez des livres. Par contre, c'est uniquement en anglais, ça n'a pas été traduit et comme c'est de l'autopublication, je ne suis pas sûre qu'on ait droit à une traduction française dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Mais c'est assez court et pour l'avoir feuilleté, c'est plutôt accessible. Donc si jamais vous vous dépatouillez en anglais, ça peut être l'occasion de tester. Et quelqu'un d'autre est désespérément à la recherche d'un livre qui soit un peu dans la même vibes que Anne de Green Gables. Et je me suis dit, Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott est tout à fait indiqué parce que c'est un classique, plutôt destiné à la jeunesse à la base, avec ce côté charmant, désuet, d'un autre temps, vous voyez, avec ses frangines hyper attachantes, une plume très travaillée, très élégante et une atmosphère qui ressemble vraiment à Anne parce que c'est enveloppant, c'est chaleureux, tout en ne nous épargnant pas quand même des grosses pointes de chagrin. Et pour vous y plonger, vous avez l'embarras du choix parce qu'il y a eu plusieurs adaptations en film, vous avez un livre audio qui existe, bref, il a tout pour vous conquérir. Et c'est sur ces bonnes paroles que se termine cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, ne soyez pas trop tristes puisque j'ai gardé plein de recommandations sous le coude. Je vais filmer des reels que je vous partagerai sur Instagram dans pas trop longtemps, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour avoir une forme de continuité dans ce type de contenu. Je vous invite très fort, s'il vous plaît, à laisser vos propres recommandations suite aux requêtes, parce que je suis sûre que vous aurez pensé à des titres qui me seront même pas venus à l'esprit, donc j'aimerais bien que l'espace des commentaires sous cette vidéo soit un endroit où on puisse piocher plein de recommandations, donc lâchez-vous, faites-vous plaisir, et en attendant de vous lire avec beaucoup d'impatience, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!